Bien, bonjour. Alors, première partie du chapitre 1 concernant le cours qui s'appelle Convertisseur d'électronique de puissance. Bon, alors avant de commencer ce cours, un certain nombre de petites règles de fonctionnement. Vous avez donc à votre disposition le PDF du cours. Vous avez pour chaque chapitre en même temps une version Nearpod, plus la version vidéo de, de chacun des chapitres. Alors, c'est pas parce que vous avez toutes ces choses-là qui sont à votre disposition que vous ne devez pas écrire sur des feuilles de papier le contenu des différentes diapositives et des différentes informations que je vais vous donner en marge de chacune des diapositives. D'accord? La première phase de l'apprentissage, c'est, et cela restera à tout jamais, l'écriture. Donc, s'il vous plaît, prenez une feuille de papier avec un stylo et notez toutes les informations que vous avez sur chacune des diapositives. Une fois que vous avez fait ça pour la totalité du chapitre, pensez à faire pour chaque chapitre une ou deux petites feuilles de papier pour résumer l'ensemble des connaissances que j'ai essayé de vous transmettre. N'oubliez jamais que le jour de l'examen, le jour des contrôles continus, vous serez tout seul. Vous n'aurez donc que votre mémoire pour vous aider à essayer de répondre aux différentes interrogations, aux différentes questions que j'ai posées à l'intérieur du sujet. Donc s'il vous plaît, prenez bien votre feuille de papier, le stylo, éventuellement mettez la vidéo en pause pour aller chercher une feuille de papier et noter toutes les informations, et ainsi de suite. Deuxième information à vous donner, je vous ai donné sur la plateforme Edmodo un lien concernant la version interactive de Nearpod. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'avoir le navigateur web ouvert sur Nearpod, avec le lien sur le chapitre en cours, et ensuite effectivement la petite vidéo dans un coin qui va vous permettre effectivement de suivre et de noter un certain nombre d'informations que je vais vous donner. Sur la partie interactive de Nearpod, de votre cours, donc sur Nearpod, vous avez des quiz qui vont apparaître régulièrement. Je ne vous donnerai pas les réponses aux quiz. On fera ça en cours, en tête à tête, moi et vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous suivez le cours, vous répondez sur le quiz, n'hésitez pas. Moi, je verrai les informations qui vont arriver. Je pourrai éventuellement, si vous le désirez, vous donner en amont toutes les informations nécessaires, si vous vous trompez ou si vous ne vous trompez pas. Mais notez quand même toutes ces informations concernant les quiz sur une feuille de papier ou dans un coin de votre cerveau. Éventuellement, on fera une session spéciale lors de mon retour pour faire tous les quiz les uns après les autres. Alors, comment ça va se dérouler? Le chapitre 1 va être décomposé en deux grands blocs, en deux grandes vidéos. Alors, normalement, je vais essayer de faire tenir les vidéos pour vous écouter en gros en un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Par contre, effectivement, vous aurez un certain nombre de quiz à faire, donc qui vont représenter environ le double du temps pour réfléchir, noter, etc. En plein milieu de ce chapitre 1, on ira voir le chapitre 2 parce que vous allez avoir besoin de toutes les informations sur les rappels de mathématiques pour faire les TD qui commencent la semaine prochaine. Puis ensuite, je reviendrai terminer le chapitre 1 et ensuite je continuerai sur les chapitres 2 et 3. Mais il y a bien un moment ou un autre où je reviendrai physiquement vers vous. Bon allez, voilà, je vous ai donné toutes les informations, j'espère que vous avez tout bien saisi, et que vous avez tout bien noté, que vous avez votre feuille de papier, vos stylos de couleur avec du bleu, du rouge, du vert, etc. La vidéo qui est mise dans un petit coin en bas juste pour m'entendre, et ensuite de l'autre côté, Nearpod qui a été ouvert parce que vous avez cliqué sur le lien que je vous ai donné. Vous êtes prêts? Ça démarre. Donc, chapitre 1, introduction sur le domaine de l'électronique de puissance. Hop, je clique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes que l'on utilise actuellement, à peu près partout dans la société, passent leur temps à transformer de la nature de l'énergie électrique en systématiquement une autre forme d'énergie. Alors, vous avez beaucoup de systèmes, que ce soit les trains, les ventilateurs, vos micro-ondes, les lampes, etc., qui vont transformer effectivement de l'énergie électrique en énergie lumineuse, de l'énergie électrique en énergie chimique, c'est le cas par exemple des batteries, de l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est le cas par exemple des trains.
voire éventuellement d'effet inverse, hein, d'énergie mécanique en électricité. Ça, c'est la génératrice. Vous pouvez la trouver éventuellement, cette génératrice, à l'intérieur d'une éolienne. Vous pouvez la trouver à l'intérieur de, de l'alternateur de votre voiture et un certain nombre de choses. Donc très souvent, effectivement, dans les domaines de l'électrotechnique, on transforme de l'énergie en énergie. L'entrée, ça peut être de l'énergie, quelque chose, mécanique, chimique, etc., ou l'énergie électrique, en une autre énergie qui est, si c'est de l'énergie chimique, mécanique, lumineuse, en énergie électrique. Et si vous avez l'énergie électrique en entrée, en général, ce que vous avez en sortie, c'est de l'énergie mécanique, lumineuse, etc. Donc, entre ces deux systèmes, vous avez obligatoirement donc, un système dit d'électrotechnique qui va effectivement vous permettre de transformer la nature de votre énergie. Voilà le système, l'énergie que vous avez à l'entrée, l'énergie que vous avez à la sortie, et entre les deux, mon système d'électrotechnique qui va vous faire la conversion. Alors faites attention aussi, ce système d'électrotechnique, même s'il transforme de l'énergie en énergie, il possède systématiquement des éléments ou des organes de commande et de contrôle. Donc ils vont vous permettre de réguler certaines contraintes, des contraintes qui peuvent être des contraintes mécaniques, de couple par exemple, de vitesse de rotation, ou éventuellement réguler ça en des contraintes électriques, c'est-à-dire des transferts de puissance, des transferts de courant ou des transferts ou des stabilisations de tension. D'accord? Alors, nous, dans ce cours-là, on va travailler dans un domaine un petit peu particulier de l'électrotechnique. C'est ce qu'on appelle le convertisseur électrique. Donc, dans votre cas, le convertisseur électrique, effectivement, vous avez systématiquement en entrée une source d'énergie électrique, quelle que soit sa forme. En sortie, vous avez une charge. Cette charge peut être une charge électrique ou une charge mécanique, chimique, etc. Et entre les deux, vous allez avoir effectivement ce que l'on appelle un convertisseur électrique-électrique. Et c'est ce convertisseur que l'on va étudier ensemble. Alors il faut savoir qu'historiquement, la structuration de ce système de conversion a été très longtemps basée sur l'utilisation des moteurs et des machines électriques. Entre autres, ce qu'on utilisait au début du siècle, c'est entre autres c'est ce qu'on appelle les machines synchrones, asynchrones, courant continu, qui effectivement vous permettaient d'avoir en entrée de l'électricité. Cette électricité est transformée en énergie mécanique, donc par l'intermédiaire d'un moteur, qui était couplé à une autre machine électrique qui, elle, était montée en génératrice pour retransformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Et donc l'utilisation par exemple d'une machine à courant continu et d'une machine, dans l'exemple qui est donné ici, asynchrone, permettait de transformer, si vous aviez une machine asynchrone en entrée, donc vous permettez de faire une conversion alternative vers continu. La première machine asynchrone transformait le courant ou la puissance alternative ou l'énergie alternative en une énergie mécanique, et cette énergie mécanique était ensuite transformée en énergie électrique continue. Bon voilà, donc ça on a utilisé ça pendant un certain nombre d'années. L'inconvénient de ces structures-là, c'est que les structures étaient particulièrement lourdes, bruyantes, et puis on avait un faible taux de possibilité d'intégration. Par exemple, à l'intérieur de votre maison, imaginez pour transformer votre réseau électrique pour alimenter votre PlayStation, deux machines électriques qui se mettent à tourner l'une par rapport à l'autre. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. Donc on a développé au début des années, on va dire 60-70, donc un système d'interface qui était effectivement réalisé à partir d'un certain nombre de moyens purement électroniques. C'est effectivement le domaine des interrupteurs semi-conducteurs, et on a alors appelé effectivement ce convertisseur électrique vers électrique, on a appelé ça donc un convertisseur statique. Alors il faut savoir que les convertisseurs que vous aviez à l'origine, donc machines électriques, étaient ce qu'on appelait des objets particulièrement réversibles. C'est-à-dire qu'une machine électrique vous permet de convertir de l'énergie mécanique en électrique ou de l'énergie électrique en mécanique.
Donc ça fait partie des règles qui ont été édictées lors de la réalisation des convertisseurs, la possibilité d'avoir dans ces nouveaux convertisseurs statiques la possibilité d'avoir la réversibilité énergétique, c'est-à-dire que votre énergie va pouvoir transiter, en général, on dit aussi contrôler, de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire que l'entrée peut devenir votre sortie, ou votre sortie peut devenir votre entrée, c'est-à-dire que mon énergie électrique va transiter de la gauche ici vers la droite, voire éventuellement de la droite vers la gauche. Donc, on a mis en place effectivement un certain nombre de structures de conversion d'énergie électrique. Donc je vais essayer de vous les lister les unes après les autres. Donc la première structure qui a été mise en place est une structure alternative continue, donc qui va transformer une source alternative en une source continue. Donc le convertisseur statique possède un nom. Lorsque vous transformez de l'alternatif en continu, c'est ce qu'on appelle un redresseur ou rectifieur en anglais. Donc sur la courbe, sur le dessous de cette diapo, vous avez les formes d'ondes que vous allez retrouver systématiquement à l'intérieur des structures. C'est-à-dire que en entrée, on est bien d'accord, hein, donc vous avez vos formes d'ondes courant et tension, donc qui sont alternatives, donc dans votre cas sinusoïdales en fonction du temps. Puis en sortie, l'objectif est effectivement d'avoir ce que vous avez ici, le petit trait, c'est-à-dire une information, une grandeur qui soit effectivement entièrement continue. Alors dans la réalité des faits, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque malheureusement, en fonction des structures, mais ça on le verra un petit peu plus tard, vous n'obtenez pas en sortie une forme d'onde continue, mais plutôt des formes d'onde, vous voyez, qui sont des évolutions de la sinusoïde que vous avez ici. Donc le schéma le plus classique, c'est ce que vous avez ici, hein, donc un redressement double alternance, c'est-à-dire qu'on retrouve chacune des alternances en sortie, mais cette fois-ci toutes orientées ou du même côté dans le cadran de fonctionnement positif, voire éventuellement ces sinusoïdes ou ces morceaux de sinusoïdes peuvent être légèrement tronqués sur certains morceaux. Vous en avez un exemple qui est donné ici. Bon, bref, l'idée c'est que à la fin de cette forme d'onde, on essaie de fabriquer ce qu'on appelle une valeur moyenne de la forme d'onde que vous avez ici, et de fabriquer une valeur moyenne de manière à ce que cette grandeur soit à peu près constante, soit éventuellement réglable si elle n'est pas constante, c'est-à-dire que vous ayez la possibilité de choisir la valeur moyenne que vous désirez obtenir en sortie. Voilà, alors là, normalement, habituellement, on commence effectivement le quiz. Donc, une des petites interrogations que vous pouvez avoir à l'intérieur de ce petit cours, c'est effectivement répondre à un certain nombre de questions. Donc, première question qui vous est posée, à vous de voir, je ne vous donnerai pas la réponse. La question est, la puissance de sortie du convertisseur est-elle naturellement continue? À vous de voir. Oups, je viens un trop vite. Alors, ensuite, deuxième question qui vous est posée. Pour rendre la puissance continue, il est nécessaire d'ajouter une résistance, une inductance, un condensateur, une résistance, une inductance, une résistance, un condensateur, une inductance, un condensateur ou autre chose. À vous de voir. Mathématiquement, si vous désirez justement fabriquer cette grandeur constante fixe à l'intérieur de votre structure, le calcul pour transformer cette grandeur qui a priori n'est pas constante en une grandeur à peu près constante est donc un calcul mathématique qui correspond à une valeur moyenne, une valeur efficace, une série de Fourier ou une transformée de Laplace. Voilà, je vous laisse répondre. Et puis je vous donnerai la réponse lorsqu'on se verra. Alors, deuxième structure qui a été inventée, qui a été mise en place justement en convertisseur statique, c'est ce qu'on appelle les conversions continue-continue. Donc, pour lequel vous avez une source en entrée continue, vous allez avoir une charge que vous devez alimenter en continu. Donc, c'est ce qu'on appelle un hasher en français, ou un chopper en langue anglaise. Donc, l'entrée, on est bien d'accord, la forme d'onde que vous avez à l'entrée, du continu aux dernières nouvelles, c'est effectivement la droite que vous avez là.
Et en sortie à l'identique de la structure alternative continue, effectivement, vous n'allez pas obtenir une structure continue directement. Vous allez effectivement obtenir une grandeur dite hachée, découpée. Donc ce sont les petits rectangles que vous avez là. Et à l'identique de ce que vous allez devoir faire avec une conversion alternative continue, vous allez devoir fabriquer effectivement une valeur moyenne à l'intérieur de votre structure. Oups, j'ai peut-être donné une réponse aux questions précédentes. Donc vous allez devoir fabriquer la valeur moyenne de cette grandeur pour effectivement obtenir une grandeur continue pour alimenter votre charge. Troisième structure qui a été mise en place, que vous avez la possibilité de réaliser avec un convertisseur statique, c'est une conversion continue alternative. C'est ce qu'on appelle habituellement un onduleur ou un inverteur en anglais. C'est-à-dire que votre source d'entrée est continue, c'est la forme d'onde que vous avez ici, et votre charge à alimenter est en alternatif. Vous la retrouvez ici, à l'identique de ce que vous aviez tout à l'heure, de ce que je vous ai déjà dit pour les deux précédents convertisseurs. Vous n'allez pas obtenir la forme d'onde finale directement. Vous allez obtenir naturellement des grandeurs plus ou moins discontinues d'énergie et de puissance, qui sont représentées par les rectangles hachurés que vous avez là sur la courbe. Et vous allez devoir à ce moment-là, à l'identique des structures précédentes, fabriquer une valeur moyenne ou calculer une valeur moyenne des différents blocs que vous avez de manière à reconstruire votre fonction sinusoïdale. Alors ensuite, dernière structure qui existe, on a fait l'alternatif vers le continu, on a fait le continu vers le continu, on a fait du continu vers l'alternatif, et donc le dernier convertisseur qui existe, c'est ce qu'on appelle la conversion alternative vers alternative. C'est-à-dire qu'en entrée, vous avez de l'alternatif. En sortie, vous avez une charge à alimenter en alternative. Donc là, c'est une structure qui est naturellement réversible, puisque la plupart du temps, vous pouvez passer de l'entrée vers la sortie vers l'entrée. Par contre, effectivement, vous avez deux types de technologies qui sont différentes et qui portent donc du coup deux noms différents. La première technologie et la première structure portent le nom de gradateur. Donc comme ça vous est donné ici, c'est un gradateur est un convertisseur d'une structure extrêmement simple, on le verra ensemble. Il est principalement utilisé pour l'éclairage et l'alimentation des moteurs électriques. Principalement un gradateur, c'est un système pour lequel en paramètre d'entrée, donc vous allez retrouver en grandeur de sortie, la même valeur de fréquence que vous aviez définie à l'entrée. Par contre, l'amplitude sera variable. C'est-à-dire que si vous avez une source, par exemple, une entrée de 230 volts 50 Hz, en sortie, vous allez obtenir une source qui travaillera forcément à la fréquence de 50 Hz, mais avec une amplitude de tension qui sera comprise entre 0 et 230 volts. La deuxième structure qui existe, qui va faire aussi une conversion alternative, c'est ce qu'on appelle le cycloconvertisseur. Sa structure est un petit peu plus complexe. Par contre, elle possède la possibilité, pas très jolie comme phrase, mais de vous permettre d'avoir une grandeur de sortie ou des grandeurs de sortie qui sont totalement différentes de l'entrée. Imaginons qu'en entrée, comme pour tout à l'heure, vous avez une fonction sinusoïdale de 230 volts 50 Hz. En sortie, vous pouvez faire varier la fréquence et vous pouvez faire varier l'amplitude. Donc c'est-à-dire que vous pouvez envisager d'avoir une plage d'excursion de fréquence qui va varier entre par exemple 10 Hz et 70 Hz, et une amplitude qui peut varier par exemple entre 0 et 230 volts. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cycloconvertisseur. Donc la différence que vous allez avoir entre le gradateur et le cycloconvertisseur tient principalement sur que vous avez deux grandeurs de sortie contrôlables pour le cycloconvertisseur à fréquence et amplitude, alors que pour le gradateur vous n'en avez qu'une seule et ce n'est que l'amplitude. Allez, de nouveau petite question. Si la charge du schéma ci-contre pouvait produire de la puissance, la structure serait-elle réversible? Expliquez rapidement en 10 mots pourquoi. Alors regardez bien la structure qui vous est présentée. J'ai une source alternative, 230 volts 50 Hz, une diode et une résistance. Réversible ou pas?
Alors, il faut savoir que vous allez retrouver principalement nos différentes structures, les différentes structures que vous allez avoir dans un certain nombre des produits de l'électronique de l'électronique quotidienne que vous utilisez tous les jours. Alors, à l'origine, les structures qui étaient utilisées donc avant les années 70 étaient des structures qui étaient basées sur 3 blocs de conversion. Bloc de conversion numéro 1, c'est un bloc, vous retrouvez son symbole, c'est un transformateur. C'est-à-dire qu'effectivement, en entrée j'ai de l'alternatif, en sortie j'ai de l'alternatif. La différence entre les deux, c'est que j'ai une différence d'amplitude. Je garde la même fréquence, mais effectivement mon amplitude sera plus faible. Ensuite, le deuxième bloc de conversion que j'avais, c'est un bloc de conversion alternatif continu, suivi d'une régulation, alors d'une grandeur, la plupart du temps c'était la grandeur de la tension, pour obtenir effectivement en sortie une conversion, une grandeur de puissance continue qui allait vous permettre d'alimenter votre ordinateur, votre télévision. Donc voilà la structure qui était utilisée dans les années 70, avant les années 70, pardon, structure très sympathique, très simple, cependant avec des ratios de fonctionnement très particuliers, c'est-à-dire qu'en gros, entre la puissance que vous mettiez à l'entrée et la puissance que vous obteniez en sortie, la structure que vous aviez en interne, là, la somme de ces 3 blocs, a été représentée, possédait une caractéristique assez classique, c'est-à-dire que pour transférer 100 watts entre l'entrée et la sortie, il vous fallait en gros 1 kg de matière. Donc, reprenez l'exemple par exemple de vos ordinateurs. Il y a peut-être des gamers chez vous. Hein, la puissance de l'alimentation de votre ordinateur, c'est très souvent une puissance qui va varier entre 500 et 700 watts. Ça veut dire que l'alimentation de votre PC faisait entre 5 et 7 kg. Maintenant, si vous avez déjà regardé le poids de votre ordinateur complet, c'est-à-dire votre PC, la carcasse, le ventilateur du microprocesseur, le disque dur, le CD-ROM si vous en avez encore, bref, la totalité de votre structure ne fait même pas 7 kg. Donc là, si vous utilisez une structure de conversion d'avant les années 70, l'alimentation que vous aviez allait dépasser les 7 kg si vous aviez 700 watts. Alors du coup, l'intérêt qu'on a eu justement avec la fabrication de la mise en place des structures provenant de l'électronique de puissance, ça a été justement d'essayer de diminuer le ratio poids-puissance. Alors, si on reprend les alimentations telles que vous les avez actuellement dans vos téléphones portables, dans votre PlayStation, dans votre lecteur de LCD, la structure qui est utilisée est une structure donc, qui est représentée ici, donc qui est composée de 4 blocs. Donc bloc numéro 1 connecté sur votre réseau électrique à la maison, donc sur le réseau qui provient d'Enedis, donc c'est un bloc de conversion alternative continue, qui est suivi lui-même d'un bloc continu alternatif. On retrouve un transformateur entre les deux, l'identique de celui-là, hein, enfin à l'identique, en tout cas au niveau du symbole, pas des fonctionnalités. Et ensuite en sortie, un convertisseur alternatif continu. Puis effectivement, entre l'entrée et la sortie, enfin entre le bloc de conversion qui se trouve ici, le bloc que vous avez ici, vous avez un effet de rétroaction. Vous avez remarqué que vous ne le retrouviez pas sur la structure que vous aviez avant, qui va vous permettre effectivement de contrôler la puissance de sortie que vous allez obtenir pour alimenter le ventilateur de votre processeur, alimenter le disque dur de votre PC, le CD-ROM, bref, l'ensemble des éléments qui par exemple vont vous permettre de faire fonctionner votre PC. Avantage de cette structure-là, comme vous pouvez, ou inconvénient, avantage qu'elle possède, c'est principalement le ratio poids-puissance. Regardez bien les valeurs. Pour 10 mg de matière, vous pouvez envisager de faire passer environ 100 watts de puissance entre l'entrée et la sortie. Deuxième avantage, ce sont les ratios de transformation. Hein, donc le rendement de la structure qui vous est donné ici. J'en ai pas parlé ici, mais je vais vous donner les informations. La structure qui est utilisée actuellement, vous avez un rendement qui va osciller entre 80 et 97%. C'est-à-dire que quand vous mettez 100 watts en entrée, vous allez obtenir en sortie entre 80 watts et 97 watts. C'est-à-dire que vous allez avoir entre 20 et 3 watts, ou entre 3 et 20 watts de perte, donc de chaleur qui sera dissipée par la structure que vous avez là. Dans la structure qui était donnée avant les années 70, le principal objet limitant était le transformateur.
La différence que vous avez entre les deux transformateurs, c'est que ce transformateur ici, avant les années 70, travaillait à 50 Hz. Le transformateur que vous utilisez actuellement, lui, il travaille sur des fréquences dépassant les 20 kHz. Ce qui veut dire que les rendements et le rendement de la structure qui était donné ici était principalement lié au rendement défini par la structure du transformateur, et on se retrouvait très souvent avec des rapports de rendement ou des rendements pardon, qui étaient très largement inférieurs à 70-60%. C'est-à-dire que pour 100 watts mis en entrée, vous obtenez en sortie à peine 60-70 watts grand maximum. Donc voilà les grandes différences que vous allez avoir entre les structures précédentes les années 70 et la structure qu'on va étudier ensemble. Question? Ouh, je vais trop vite. Alors, petite question, quels sont les avantages et les inconvénients de l'évolution technologique que vous avez eue entre les années 70, avant les années 70 et les années actuelles? À vous de réponse, 20 mots maximum, 5 minutes. Pas de phrase, juste des mots. Alors, il faut savoir que justement, l'intérêt d'avoir des convertisseurs statiques, c'est que ça va vous permettre, entre autres, de faire des associations de structures pour obtenir des fonctionnalités que nous n'avions pas à l'époque. Entre autres, une des représentations qui est particulièrement utilisée, c'est ce qu'on appelle les variateurs de vitesse pour les machines asynchrones. Alors, c'est beaucoup de choses. Variateur de vitesse, c'est-à-dire vous permettre de contrôler la vitesse de rotation d'un moteur. Alors pour une machine asynchrone, en gros c'est une machine qui résiste très très bien au vieillissement d'une manière générale. C'est entre autres la machine électrique que vous allez retrouver alors dans les TGV rouges. Maintenant ils sont tous rouges ou bleus, donc ça va être un petit peu plus compliqué de les reconnaître. Mais effectivement dans les trains de la SNCF, vous avez eu 3 évolutions. Donc le TGV orange, donc années 70-85, donc le fameux TGV jaune qui était jaune-orange, qui utilisait une machine à courant continu. Ensuite vous avez eu le TGV bleu dans les années 90-2000 qui a utilisé la machine synchrone. Et ensuite effectivement à partir des années 2005 et suivantes, le TGV a utilisé donc cette fois-ci une machine asynchrone. On l'a vu avec la partie TGV qui passe sous la Manche et celui qui relie la France à la Belgique. Effectivement, c'est le TGV rouge qui utilisait justement une machine asynchrone. Et pour contrôler cette machine asynchrone, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une tension réglable en sortie et une fréquence réglable, on utilise une cascade de convertisseurs statiques. Donc vous avez un exemple ici, donc en mono ou en triphasé. J'utilise dans un premier bloc un bloc de conversion alternative continue et ensuite j'utilise un deuxième bloc de conversion continue vers alternative qui va me permettre de régler effectivement l'amplitude et la fréquence que je vais appliquer sur ma machine, et ce qui me permet justement de contrôler cette machine en fonction d'un certain nombre de contraintes de poids, de vitesse, etc. Alors il faut savoir que tous ces convertisseurs statiques, c'est ce que je vous disais ici, principalement vous allez les retrouver dans ce qu'on appelle les applications domestiques. Alors, application domestique, on est bien d'accord pour dire c'est votre téléphone portable, c'est votre télévision, c'est votre chaîne IFI, c'est votre micro-ondes, c'est votre machine à laver le linge, la vaisselle, c'est éventuellement les radiateurs intelligents ou les différents types de radiateurs réglables en puissance que vous pouvez avoir chez vous. Bref, effectivement, toutes les applications domestiques utilisent d'une manière générale des convertisseurs statiques. Alors on retrouve aussi effectivement les convertisseurs statiques dans les applications industrielles, en particulier dans la sidérurgie, pour faire fondre un certain nombre pour faire fondre de l'acier, pardon. On trouve nos convertisseurs statiques dans le transport, donc c'est ce que je vous disais avec l'exemple que vous avez au-dessus de cette diapositive concernant les trains. Et ensuite, dernier élément, dans ce qu'on appelle la production et la distribution de l'électricité, on en a un exemple dans le département justement avec la connexion France-Espagne, où pour transférer de l'énergie de la France vers l'Espagne, on utilise des convertisseurs statiques. Imaginez que vous ayez la France ici, que vous ayez l'Espagne ici, et bien entre les deux, on a un bus de tension continue, donc qui passe sous les Pyrénées, et en France, on convertit, lorsque l'énergie transite de la France vers l'Espagne,
l'énergie alternative en énergie continue, on fait le transport sous les Pyrénées, et nos amis espagnols récupèrent notre énergie continue et la retransforment en alternative pour alimenter leur réseau. Et inversement, lorsque les Espagnols alimentent la France, l'énergie alternative est transformée en continu, transite sous les Pyrénées, arrive à Bachas, qui Bachas la reconvertit de l'alternative vers le continu vers alternative pour alimenter notre réseau. Donc effectivement, on a aussi d'autres structures. On a la même structure qui existe, donc qui a été créée dans les années 2000, c'est IFA 2000, qui fait la connexion France-Angleterre. Petite question, à vous de voir. Définition de ce que l'on nomme un convertisseur statique. Un convertisseur statique est un convertisseur qui convertit l'énergie en énergie en utilisant uniquement des À vous de voir. Donc ces structures effectivement de conversion, de convertisseurs statiques, on les retrouve dans plein d'applicatifs. Donc voilà un exemple qu'on étudiera un jour ensemble, en particulier l'année prochaine. C'est la conversion alternative, c'est la conversion que vous avez à l'intérieur de panneaux photovoltaïques dans une installation PV classique. C'est-à-dire que je possède donc des cellules photovoltaïques. Cette source continue est variable en fonction de l'ensoleillement. 500 watts par mètre carré, 800 watts par mètre carré et 1000 watts par mètre carré. Vous voyez bien effectivement la valeur de courant qui augmente et qui est fonction justement aussi de la température au niveau de la tension. Donc en gros ici on a une source continue variable en fonction entre autres de l'ensoleillement qui va vous permettre d'alimenter donc du réseau électrique si vous faites de l'injection EDF, qui va vous permettre éventuellement d'alimenter votre maison. Et si vous possédez un système de secours, d'alimenter les batteries. Donc ce qui veut dire que à l'intérieur de notre structure électrique, on a des cellules photovoltaïques, un système de batterie, un réseau électrique, une maison, et entre ces différents éléments, on va retrouver un certain nombre de convertisseurs. Donc par exemple, entre les cellules PV et la batterie, on va avoir un convertisseur continu. Entre le pack de batterie et le reste du réseau, on a ce même convertisseur, mais vous apercevez qu'effectivement l'énergie va transiter cette fois-ci non plus du bus vers la batterie, mais de la batterie vers le bus, ce qui signifie que ce convertisseur possède une caractéristique particulière, laquelle. Ensuite, on a un deuxième bloc de conversion sur des charges ou des sources qui sont, elles, alternatives. Votre maison est alimentée en alternative et le réseau électrique EDF est alimenté en alternatif. Donc, ce qui signifie qu'on peut faire transiter de l'énergie provenant de ce bus continu vers chacune des deux structures, voire éventuellement dans une autre direction. C'est-à-dire que voilà, ici vous avez un convertisseur avec une entrée un petit peu particulière qui peut être à la fois continu ou alternatif. Il y a un autre système de connexion qui lui est entièrement alternatif. Donc, en fonction des échanges, ici, vous allez avoir un onduleur ou un gradateur, bref, une structure particulière. C'est bon, vous avez bien vu le système? Petite question du coup. Enfin, petite, 6. Le PV pour vous, c'est quoi? Une source, une charge ou les deux? La batterie, pour vous, c'est une source, une charge ou les deux? Le réseau de EDF, même question, une source, une charge ou une charge? Oui, je sais, je fais des blagues. La maison, pour vous, c'est une source, une charge ou une charge? Ah oui, il faut bien que j'essaie de vous piéger de temps en temps. Et maintenant, dernière question, combien existe-t-il d'échanges possibles d'énergie entre les différents éléments qu'on vient de voir? À vous de choisir entre 1 et 7 combinaisons possibles. Dernière question, combien de ces échanges sont interdits? 0, 1, 2 ou 3? À vous de voir. Très bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez travailler en électronique de puissance, quand vous allez fabriquer votre convertisseur, ce qui est très important pour vous, c'est le rendement.
L'objectif principal d'utiliser des convertisseurs statiques, c'est principalement la possibilité d'avoir à l'intérieur de votre structure une structure ayant un rendement élevé. C'est le principal intérêt justement de ces structurations-là. Donc n'oubliez jamais que le rendement en général d'un système ou d'une installation, donc là c'est le cas de l'installation MPV, ben c'est le produit des différents rendements, des différents éléments constituant votre système. D'accord? Dans le cas d'une installation photovoltaïque, le rendement d'un panneau photovoltaïque c'est entre 7 et 16%. Il faudrait que je remette un jour mes valeurs. Mais voilà, donc pensez-y bien, le rendement. Plus votre rendement sera bon, moins vous aurez de pertes. Si vous avez des pertes, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, l'énergie électrique que vous avez en entrée, vous n'allez pas la retrouver entièrement en sortie. Et donc, ce qui va rester chez vous, dans votre convertisseur, c'est de la chaleur. Alors, on retrouve aussi effectivement dans nos convertisseurs statiques, dans les structures éoliennes, le schéma classique qu'on va retrouver ici, c'est donc un moteur qui est connecté à vos pales d'éoliennes, une structure de conversion alternative continue, donc l'entrée est en triphasé, donc 3 phases, la sortie est continue, vous avez donc à ce moment-là un bus continu de transfert d'énergie, et ensuite un système de conversion continu vers alternatif qui va vous envoyer ça sur un réseau, ce qu'on appelle le réseau moyenne tension, donc le réseau des 20 kV pour injecter l'électricité. Ça, c'est une structure assez classique qu'on va retrouver, qui est utilisée justement par les convertisseurs classiques, enfin les convertisseurs statiques dans les structures éoliennes. Donc, le principal, à l'intérieur de ces différentes structures de conversion, le principal élément que vous allez utiliser, c'est un interrupteur semi-conducteur. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un interrupteur semi-conducteur, on est bien d'accord pour dire qu'un interrupteur, c'est un objet qui marche ou qui ne marche pas, qui laisse passer de la puissance ou qui ne laisse pas passer de la puissance, qui laisse passer du courant ou qui ne laisse pas passer du courant, qui est en position on ou qui est en position off. C'est-à-dire que justement, vous allez donc avoir des interrupteurs semi-conducteurs qui vont fonctionner à l'intérieur de votre circuit électrique et qui vont modifier les états de fonctionnement à l'intérieur de votre circuit électrique. Si vous laissez passer de l'électricité ou vous ne laissez pas passer de l'électricité, cela signifie qu'à un moment ou un autre, le circuit électrique que vous allez avoir va être différent en fonction que votre interrupteur soit en position ouverte ou en position fermée. Ça veut dire que si on vous demande de mettre ou d'étudier votre structure, si vous étudiez votre structure, on est d'accord pour dire que vous allez avoir une succession d'états transitoires. Donc en gros, le fait que votre interrupteur s'ouvre et se ferme régulièrement à l'intérieur de votre structure, vous n'avez que des états transitoires. Ce qui veut dire que si vous en faites une mise en équation, systématiquement, vous allez arriver sur une mise en équation différentielle de votre structure. Donc vous n'allez plus utiliser une structure affine classique, U égale RI, mais vous allez forcément utiliser à un moment ou à un autre des structures en LDI sur DT, en I égale CDU sur DT, bref, avec des structures 100% équation différentielle. D'accord ? Cet interrupteur semi-conducteur, il faudra le choisir à un moment ou à un autre, on va y revenir tout à l'heure. Mais effectivement, le choix de votre composant va se faire sur un certain nombre de caractéristiques, entre autres sa rapidité, je vous rappelle, ce que je vous disais tout à l'heure, en début, c'est que les premiers convertisseurs fonctionnaient à 50 Hz, les structures que vous avez actuellement fonctionnent à des fréquences supérieures à 20 kHz. Juste pour information, on le verra en salle de travaux pratiques, mais votre audition, alors si vous sortez pas trop en boîte de nuit, etc., vous n'écoutez pas trop la musique fort dans vos casques, etc., votre audition, puisque vous êtes jeune, normalement elle est plutôt bonne, donc en gros on peut considérer qu'elle va fonctionner entre quelques dizaines de Hertz et en quasiment 18-19 kHz. Donc ça veut dire que votre interrupteur, si il fonctionne à une fréquence de l'ordre d'une dizaine de kHz, vous avez peut-être la possibilité de l'entendre. Donc, toute votre structure de convertisseur statique fonctionne à des fréquences supérieures à 20 kHz pour éviter que vous entendiez de manière audible l'ensemble
des fréquences qui sont générées par vos interrupteurs. Donc du coup, effectivement, c'est ce que je vous dis, le choix de votre composant, ça va être quand même à un moment ou un autre dans votre interrupteur, sa rapidité. Ben voilà. Rapidité parce que premièrement, il ne faut pas l'entendre, et deuxièmement, parce qu'effectivement, il faut que la commutation soit propre. Et ensuite, effectivement, il faudra vérifier que le courant et la tension, et donc la puissance, qui va transiter à l'intérieur de votre composant, soit possible et surtout ne permettent pas de détérioration ou de destruction de votre interrupteur. Donc d'une manière générale, on va considérer ensemble que nos interrupteurs semi-conducteurs possèdent les caractéristiques suivantes: une impédance nulle lors de la phase de conduction, interrupteur fermé, c'est-à-dire qu'il va laisser passer entièrement la totalité du courant sans perte, que votre interrupteur possède une impédance infinie lorsque la liaison est coupée, blocage, c'est-à-dire position interrupteur ouvert, c'est-à-dire quand votre interrupteur est en position ouverte, il n'y a aucun courant qui transite entre l'entrée et la sortie de votre interrupteur, et que votre temps de réponse est nul, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur votre interrupteur, et bien effectivement, instantanément, il passe de l'état on vers off ou de l'état off vers on. Voilà, je vais m'arrêter là, puisque à la fin de cette partie-là, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'informations mathématiques, et en particulier pour faire les travaux dirigés avec M. Kalmikov. Donc, je vais arrêter la session sur cette diapositive-là, sur les calculs de puissance. On y reviendra tout à l'heure, ou dans une prochaine partie. Et maintenant, on va aller voir le chapitre 2 sur les rappels de mathématiques.